Merci d'être présent au Méliès. Je pense qu'on peut dire que la fréquentation est en train de reprendre dans les salles de cinéma. C'est une très bonne idée, surtout quand ça s'applique à d'excellents films. Merci d'accueillir la productrice Judith Loulévy et le réalisateur Nadav Lapid. Je précise 2-3 choses avant de vous donner la parole pour la présentation. Petit 1, c'est une séance dédicace parce qu'aujourd'hui même est sorti le livre Nadav Lapid, description d'un combat, sous la direction de Morgan Poquet, qu'on peut applaudir parce qu'il est là aussi. Aux excellentes éditions de l'Œil, et Gaël Técher, l'éditeur, est là aussi, vous pouvez aussi l'applaudir. Édition montreuilloise de surcroît. Petit 2, vous avez vu qu'on a évidemment tout à fait laissé distribuer ce tract à l'entrée avec lequel nous ne sommes pas d'accord, mais c'est pas grave, ça s'appelle la démocratie. Et donc, voilà, on a échangé avec eux un certain nombre de choses qu'ils disaient aux spectateurs étaient fausses. La censure d'un film palestinien ou le deuxième film israélien, Chronique d'Haïfa, qui est réalisé par un Palestinien en l'occurrence. Et je dis ça parce que pour ceux qui étaient là le jour du débat avec le réalisateur de Chronique d'Haïfa, une alarme a été déclenchée pour empêcher la rencontre, ce qui n'a absolument pas marché. On est sorti, on est remonté, elle a eu lieu. Donc évidemment, en ce moment, le débat est particulièrement sensible. Et on défend simultanément ces deux films-là en particulier. Troisième chose, Nadav a demandé que le son soit fort, on l'a testé ensemble, et donc il est au volume choisi par le réalisateur, et il le fallait, parce que le film exige ça. Tu nous en diras peut-être un mot après. Et puis, la dernière chose, la rencontre sera filmée, donc soyez extrêmement brillants, puisque vous figurerez probablement dans le DVD du film. Donc si des personnes sont en couple et légitimes, merci de vous séparer maintenant. Il y a des places. Non, c'est pas vrai, elle filme là, au premier rang, vous ne serez pas dessus, et tout au fond de dos, donc en principe, on ne verra rien. Judith ou Nadav, un petit mot d'introduction. D'abord, j'aimerais préciser que le niveau du son a été choisi par l'exploitant et les réalisateurs. Absolument, tout à fait. On assume tous les deux. Ah, complètement, c'est ce que j'ai dit. Non. Et non, je suis extrêmement heureux d'être ici ce soir. Et, enfin, je pense qu'il y a pour l'instant que de belles choses qui nous sont arrivées dans cette salle, dans ce cinéma. Donc, et évidemment, c'est un énorme plaisir de voir cette salle pleine. Et je suis très content aussi d'avoir Judith, la productrice. Désormais montreuilloise. Ça marche à tous les coups, ça. En plus, à mon côté, on a passé énormément de choses avec ce film. Je pense qu'on a passé suffisamment de choses qui auraient... Enfin, je sais pas, une quinzaine de films n'auraient pas pu nous fournir tant d'aventures que ce film-là. Et d'ailleurs, l'aventure continue. Donc, on est très content d'être ici ce soir. Nadav m'a demandé de dire quelque chose d'amical et de sympathique, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Donc, bon, déjà, on est ravis effectivement de présenter le film dans la meilleure salle de 93. Seulement il faut du temps dans la vie pour se donner de plus en plus qualificatifs de maison. Et non, j'en profite, il y a Julien Rèche qui est là ce soir, directeur artistique de la quinzaine des cinéastes, qui a été un soutien fondamental en fait pour lancer le film, le faire naître. Et on sait à quel point c'est un film qui demande un courage particulier pour le soutenir, le porter. Et plus les semaines passent, les mois passent, plus ce courage-là prend encore plus de sa valeur. Donc merci Julien. Et Morgane, c'est un travail incroyable à la vitesse et l'éclair. Donc en dirigeant cet ouvrage consacré au travail de Nadav, c'est quelque chose auquel j'ai souvent rêvé au travers des différents films qu'on a pu faire ensemble, des différentes étapes. Et c'est un dé chaudement à regarder puisque c'est un travail assez magnifique avec beaucoup de photos, beaucoup de photos de tournage, d'images de films, beaucoup d'entretiens. Donc voilà, merci à toi et à Gaël pour avoir
porter jusqu'au bout et à la vitesse de la lumière ce livre. Et quand même, il y a un mois, le défi, c'était ce serait bien que vous soyez prêts pour l'avant-première au Méliès, et ils ont tenu parole. C'est balèze, quand même. Par contre, de ce que j'ai pu comprendre, Morgane, l'idée de faire le film est née après, le livre est né après que tu aies vu, oui, pour la première fois, presque. Tu l'as lancé à ce moment-là, donc en 3 mois et demi, quoi. À peu près. Balèze, franchement. Donc, merci beaucoup, bonne séance, bonne projection, et à tout à l'heure. À tout à l'heure pour la rencontre. Merci. Et demain... Voilà, les micros fonctionnent. On a coupé la fin du générique pour gagner un tout petit peu de temps pour la rencontre, y compris parce que je vous rappelle qu'elle est suivie d'une dédicace du livre par Nadav Lapid et Morgane Poquet, qui sont tous les deux présents. Je commence par poser quelques premières questions, puis ensuite on passera la parole à la salle pour réagir au film. Et évidemment, je ne vais pas commencer par t'interroger sur le titre, même si tout le monde l'a fait et que c'est tentant et que je connais le discours que tu vas développer sur cette question importante. Non, je vais t'interroger sur la façon dont tu as commencé à parler du film les toutes premières fois, dans les cahiers du cinéma, qui consacrent au film sa couverture. Tu dis, j'ai commencé par le vendre comme une comédie romantique. Et effectivement, quand on le voit, on se dit comédie, oui, peut-être musicale, mais c'est quand même pas complètement évident. Il y a quelque chose d'assez tragique dans le film. Et puis romantique, tu précises, je crois qu'il en reste quand même quelque chose dans le film. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Donc je voudrais qu'on commence par ça. C'est-à-dire pas par la question politique et générale, mais vraiment par la question de l'intime et du film comme film sur le couple. Oui, comme bonsoir tout le monde. Oui, c'est comme un film d'amour. Moi, je pense que enfin, pour moi, ça reste pas que, évidemment, mais ça reste aussi un film d'amour. Et d'ailleurs, je trouve ça intéressant parce que je pense que le film essaye d'examiner si l'amour, si le couple peut survivre et face à l'horreur du monde, face à l'horreur qui l'entoure, ou si finalement tout ce qui est beau soit rongé par tout ce qui est laid. Et dans ce sens-là, c'est intéressant que ce film, qui a commencé d'une certaine manière, majoritairement dans ma tête comme un film sur le couple, a été rongé aussi d'une certaine manière par la dimension film politique. C'est-à-dire que je suis sûr qu'à la sortie, par exemple, si on aurait fait un sondage parmi nos spectateurs, s'agit-il d'un film d'amour ou d'un film sur l'horreur politique, 90% au moins aurait choisi l'option politique. Donc je trouve que d'une certaine manière, le film, il y a la dimension thématique du film, depuis le tout début, parce que c'est un film qui commence avec un baiser. Et un baiser, pas n'importe quel baiser. Et donc ça commence avec c'est qu'on peut s'imaginer comme un moment d'une intimité et d'amour fou à la fois. Et puis on s'éloigne un peu et on voit que ce baiser, c'est pas un baiser intime, c'est un spectacle. Quel spectacle? Spectacle dans une fête décadente. Quelle fête décadente? Fête décadente des piliers de la société. Quelle société? La société qui est en train de commettre un génocide. Donc, je veux dire, déjà dans cette scène, on passe de l'amour, où l'amour finalement est écrasé et pollué par tout ce qui l'entoure, et en même temps, comment la scène se termine? Elle se termine après cette guerre des chansons, après que le mec meurt et ressuscite, après cette guerre des chansons contre le chef d'état-major, après qu'on est en train de salir même les grands chefs des chansons d'amour, Elvis, et transformer sa chanson en cri de guerre. À la fin de tout ça,
on est de nouveau dans l'amour, tous les deux sur la table, c'est mon destin, et toi tu es le mien. Un peu à l'instant, à mon avis, de la fin du film, où à la fin de tout ça, de tous ces mondes crades et désespérants et désespérés, quand même, il y a une sorte de fin chaplinienne, il y a une fin, je pense, extrêmement romantique. On part et on va la main dans la main, nulle part. Tu dis chaplinienne parce que la fin, quand on les voit s'éloigner et se donner la main, est évidemment un clin d'œil à la fin des temps modernes. Et ensuite, on fait le contre-champ sur le couple. Par ailleurs, le dernier mot, le mot de la fin, c'est le cas de le dire, c'est le mot oui. Donc le retour au titre, sauf qu'il n'a plus du tout le même sens que dans le reste du film. Il n'est plus du tout un geste de soumission et d'acceptation de la violence de la réalité. Il est au contraire un geste d'affirmation de la puissance de l'amour contre ce que la société leur a imposé jusque-là et ce dans quoi ils ont été pris. Non, absolument, je suis d'accord. Mais revenons quand même sur ce rapport-là au titre, parce que je ne voulais pas complètement contourner cette question. Tu dis dans les entretiens que, d'une certaine façon, tes films précédents étaient des films de résistance, des films dans lesquels il y avait une espèce de dynamique du refus, d'insurrection, et que dans ce film, tu as d'une certaine façon changé d'optique pour essayer d'expérimenter cet accompagnement du désastre. Enfin, quel est le déclencheur? Et je dis ça, y compris par rapport à ta première réponse, qui était peut-être un tout petit peu codée. Tu dis c'est aussi ce qui est arrivé au film, parce qu'en fait, tu l'avais écrit avant le 7 octobre, l'essentiel de ce film, et il a été percuté par les événements tragiques qu'on connaît. Oui, et quel est le déclencheur sur le plan personnel, enfin, parce que moi, dans ce sens-là, je pense qu'il y a un côté assez basique et primitif dans mon parcours d'artiste. Il m'arrive un truc et j'en fais un film. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup d'abstraction. Et alors que l'événement est en train de se passer, je cours vite vers l'ordinateur et j'écris la scène. Vraiment, il y a une sorte de passage vite de la vie à l'écran. Donc, je pense que... Enfin, je veux dire une chose qui pour moi est très importante, et cette histoire de celui qui est... regardons celui qui toujours disait non, et là, qui tente de dire oui à tout, mais qui finit par dire oui au pire, ça peut paraître... Enfin, si on ne le prend pas sérieusement, si on n'est pas sincère en disant le oui, pour moi, ça devient une sorte de fable, une sorte d'allégorie un peu pas très intéressante. Ça devient une sorte de test sociologique. Ça devient une sorte... Moi, je pense que si je pense à Y, qui est vraiment un personnage auquel on peut dire beaucoup du mal, je pense que le film n'épargne pas comme critique de Y, qui est lâche, qui est souvent opportuniste, mais je pense qu'il y a, au-delà de tout ça, il y a une véritable sincérité dans son oui au monde. De la même manière que moi, quand j'ai opté de faire ce film et de le nommer Oui, il y avait chez moi aussi une volonté de croire à la possibilité de dire oui. C'était pas juste pour prouver que le oui est désastreux. C'était pas juste en sachant la fin. Oui, évidemment, je connaissais la fin du film quand je l'ai commencé, mais il y avait, c'était pas juste pour prouver que finalement les non est une meilleure option, parce que je pense que c'est pas ça la conclusion du film. Et il y avait chez moi un épuisement, un ennui et une forme de désespoir de cette posture d'un cinéaste résistant et du cinéma résistant. D'abord, je sentais que ça... sur le plan de fait, ça mène à rien.
Ça mène à rien parce que le monde continue. Enfin, je ne vais pas évidemment être aussi narcissique et commencer à expliquer, analyser le monde selon ma filmographie. Mais moi, par exemple, les films résistants, les films critiques que j'ai fait en Israël depuis des années, ça n'a pas bougé, je sais pas, un tronc de sable, une miette, d'un côté à l'autre. Donc il faut quand même le dire. Enfin, si on parle du cinéma engagé, etc., il faut quand même se mettre aussi au test des résultats et des conséquences. Et je pense que je vais dire des choses pareilles sur des grands cinéastes américains et Donald Trump. Oui, on voit qui finalement a gagné. Et donc il faut avouer que vous êtes du côté des perdants. Et il faut aussi, je pense, j'ai commencé à me poser la question, comme humain, et aussi comme cinéaste, est-ce que le fait de dire non ne crée pas une sorte de barrage entre moi et une forme et l'humain, et dans ma vie, et dans mes films? Est-ce qu'il n'y a pas Les Genoux d'Aed, mon film précédent? Je pense que c'était un film qui était tellement imprimé par une sorte de refus et de rejet. Et je me suis demandé, enfin, ça me paraissait une impasse. Tout ça me paraissait une impasse. Donc je voulais véritablement donner une sorte de penser autrement. Moi, j'ai fait des préparation mentale avant de tourner un film, comme j'imagine beaucoup d'autres. Mais moi, je me suis préparé pour ce film, par exemple, en allant sur un vélo à Tel Aviv et en écoutant, en mettant un casque, écoutant par exemple Larry Tender ou des trucs comme ça. Et j'ai dit oui aux choses, quoi. J'ai dit oui aux rues, aux gens. Je voulais vraiment y croire. Parce que je pense que la seule manière de faire des choses, pour moi, c'est vraiment y croire. Sinon, tu deviens cynique. Tu deviens cynique et tu deviens un calcul. Un film qui est un calcul connu d'emblée. Et d'ailleurs, les spectateurs sont intelligents. Donc ils savent que c'est lui qui dit non à tout va finalement être épuisé. Enfin, tout ça est assez prévisible. La question, c'est si Louis arrive à pénétrer l'âme ou devient quelque chose d'extérieur. Donc pour moi, il y avait vraiment la question de dire oui au monde. Et je dois dire que les faits sont un peu très personnels. Le fait que j'ai un enfant, ça m'a mis aussi face à... Enfin, je me suis posé la question et je traduis cette question à une question au scénario. Est-ce que je vais parler avec mon enfant, décrire à mon enfant un monde tel que je l'ai rêvé ou espéré, mais qui n'existe pas? Qui n'existe pas, qui a très peu à voir avec notre monde. Et une option qui a échoué. Godard a parlé d'un cinéma qui a échoué, une option d'existence qui a échoué, une vie et donc, d'une certaine manière, je vais lui transmettre cette posture d'être exclu, être en résistance permanente, et frustré peut-être, et mener des batailles perdues, mais surtout rêver de quelque chose qui va jamais arriver, rêver d'une forme de Messie qui va jamais arriver, ou le temps est venu d'avouer que ce monde n'est pas une grande trouvaille, mais c'est le seul monde qui existe. Et qu'il faut vivre. Alors, puisque tu évoquais la question de l'humain pour recentrer ce projet-là, moi j'ai mis longtemps à trouver la sensation que faisait sur moi le film. Et à la deuxième vision, j'ai compris. Ça fait sur moi l'effet de la neige carbonique. Je ne sais pas si vous avez récemment été traité de la neige carbonique. Parenthèse, c'est d'autant plus troublant qu'à la fin, ça finit par cette espèce de nuage de brouillard quand il y a le contre-champ.
Et en fait, ce qu'on utilise pour provoquer ce genre de brouillard, c'est le même type de matériau qu'on utilise pour faire de la neige carbonique. Donc la dernière image du film, d'une certaine façon, renvoie à cette métaphore-là. La neige carbonique, c'est un truc qu'on vous met pour traiter des histoires épidermiques. Déjà, l'épiderme, c'est important. Et en fait, vous n'arrivez pas à savoir si c'est froid ou chaud. Et en fait, c'est en réalité à la fois tellement froid qu'il y a une sensation de chaleur. Et pour moi, ça rend compte de ce que le film essaye d'aller chercher de façon intime et politique, qui est une espèce d'oxymore permanente pour montrer à quel point, au cœur de la vulgarité extrême et de la soumission, il peut y avoir aussi du désir, parfois même du plaisir, et que tu dis quelque chose dans les cahiers, entre autres, qui est que rien de ce qui est humain ne t'est étranger, et que d'une certaine façon, ce qui t'intéresse, ce sont les gens qui sont aussi concernés par la vulgarité, par la grossièreté, par la fascination de l'ordre ou du pouvoir, et que tout ça, tu ne peux pas le traiter à distance, parce que ça parle aussi de toi, d'une certaine façon. Oui, je me souviens plus si j'associe ça, si j'en parle dans les cahiers, mais pour moi, si le cinéphile à l'intérieur de moi mais quand j'avais 20 ans, j'ai admiré, il y avait personne au monde que j'admirais autant qu'Antonioni de ce film. Rien m'a parlé plus que ces cinéma d'aliénation et avec ses lignes étroites, avec ses cadrages tellement puissants et propres, ce cinéma aristocratique. J'étais ébloui par ça. Je pouvais voir la note 40 000 fois. J'adore toujours la note. Et à l'opposé, pour moi, il y avait Fellini, qui me paraissait un cinéaste un peu vulgaire, un peu grossier. Avec les années, ça s'est renversé. Aujourd'hui, Antonioni, c'est Antonioni, oui, on admire tous. Mais je ne sais pas si j'aurais énormément de désirs là de voir la trilogie, je sais pas, l'Éclipse, mais par contre, Fellini, pour moi, parce que je pense oui, qu'ignorer la vulgarité, c'est ignorer la vie. Et refuser la vulgarité, c'est refuser la vie. Et que nous, les cinéastes, je pense on a une malédiction qui peut être aussi une bénédiction. D'emblée, on est sale. Pourquoi on est sale? Puisque on a besoin de l'argent. On a besoin de penser à l'argent pour faire des films. On a besoin de penser à l'argent. Donc, du coup, d'emblée, on n'est jamais vraiment pur. On est toujours à l'intérieur des questions un peu crades. Tu dis même corrompu dans un entretien. Corrompu. Oui, on est corrompu. Et donc, dans ce sens-là, on n'est pas des poètes. Enfin, dire sur un cinéaste qu'il est un poète, c'est une forme de métaphore. Mais ça peut être aussi une bénédiction, parce que moi je sens que ça me force oui, un peu comme à la première scène du film, à plonger dans la piscine, ou qu'on fasse qu'on mette ma tête à l'intérieur d'un bassin de toutes sortes de sauces et de jus, et tu peux pas rester propre. Et oui, je pense que finalement, un véritable œuvre du cinéma qui veut parler du monde doit surtout pas rester propre. Et le monde devient de plus en plus... Moi, j'ai l'impression que le monde devient de plus en plus sale. Parce que la saleté existe partout, par les images qu'on consomme. Enfin, on est sali. Et on peut déplorer ça, peut-être il faut déplorer ça. Mais un cinéaste doit toujours, pour moi, un cinéaste doit toujours aussi, pas seulement, mais aussi admirer le présent. Et si tu admires le présent, tu admires la saleté plus que jamais.
déclarant une guerre aussi sur le présent. Et donc pour moi, oui, donc pour moi, cette vulgarité disons que ces distinctions entre vulgarité et art, ou vulgarité et poésie, je ne la trouve pas très intéressante. Et du coup, elle te conduit à faire un cinéma de l'excès, puisque tu citais Fellini, toute la première partie est comme ça, dans une espèce de dynamique emportée par la musique, mais aussi par la danse, par les corps en mouvement permanent, par le rapport à la sexualité débordante, qui pour toi parlait vraiment de là où on est, Israël aujourd'hui, sachant que cet excès-là va très vite avoir une dimension de rapport au pouvoir, de soumission à ce pouvoir et de rapport à une espèce d'ordre militaire de la société et du monde. Il faut laisser gagner l'état-major. Oui, ils ont gagné de toute façon. Mais oui, d'abord, il faut dire que oui, c'est un film qui a été vraiment créé, fabriqué en pleine horreur. Et la guerre, le massacre, le génocide, c'est évidemment c'est un moment excessif. Enfin, pour le moins, on devrait dire, c'est un moment excessif. Donc, et tout est excessif. Et quand j'ai créé, quand j'ai tourné, oui, en fait, tout le monde m'a parlé, parce que tout le monde, l'horreur était partout, et la guerre était partout, et le côté excessif et insupportable de la vie, enfin, je l'ai vu partout, et j'avais l'impression que tout appartient au film. Enfin, pour moi, il y avait, quand j'ai créé le film, il n'y avait pas une distinction entre, il n'y avait pas un barrage, une séparation entre les jours de la semaine et le week-end. Il n'y avait pas une séparation entre les champs et les hors-champs. Tout était à l'intérieur du cadre. Il fallait tout intégrer dans le cadre. Puisque bon, en allant pas sur mon vélo, au taxi, au plateau, tout ce que j'ai vu, pour moi, régorgeait de sens. Tout régorgeait de sens, et tout regorgeait aussi de sang, pas seulement de sens. Mais chaque... je sais pas, toutes les rues et tous les trottoirs et tous les passants m'ont parlé. Ils ne sont pas seulement parlé, mais ils ont crié à 30 000 décibels. Donc, je veux dire, comment on fait avec ça, avec une vérité où tout est essentiel, tout doit être filmé. Moi, j'arrêtais pas de regretter que je filme pas tout le temps, quoi. J'étais dans une sorte d'attaque de bolémie, mais je pense que cette bolémie avait un côté justifié, parce que vraiment, tout criait l'horreur et le froid. Et pour reconstituer ça dans une œuvre de fiction, ou pour créer une œuvre de fiction qui soit à la hauteur de ça, qui tienne tête à ça, il fallait aller à l'excès sur le plan du cinéma. Il fallait... Encore une fois, c'est aussi un sentiment psychologique que chaque jour est le dernier jour. Moi, quand j'ai fait ce film, je me suis dit, c'est ton dernier film. C'est ton dernier film, et c'est le dernier film. Parce que le monde... Parce que chaque jour, c'est le dernier jour, c'est le pire jour. C'est vraiment quand vous faites un film dans l'enfer. C'est ça les sentiments que vous avez. Donc, il fallait rien garder pour le prochain film. Tu sais, parfois, comme cinéaste, il m'arrive que en travaillant sur un film, j'ai l'impression que j'ai une très bonne idée. Je cherche comment l'intégrer. Je me rends compte du fait que ça sera artificiel de l'intégrer dans ce film-là, qui n'a pas sa place. On me dit, très bien, je vais le noter, je vais l'utiliser pour le prochain. Là, il n'y avait pas ça pour le prochain. Et d'ailleurs, toutes les idées avaient leur place, puisque tout était lié au film, puisque le véritable film s'est passé alors qu'on a tourné, et derrière nos dos. Et ça s'est passé hors champ. Il fallait
qu'est-ce qu'on fait? Quand on filmait le film, on ratait le vrai film qui se déroulait en même temps. Donc tu fais des plans circulaires comme ça pour attraper, pour voir tout, pour attraper ce que tu rates. Et ouais. Plan circulaire comme ça fait penser à la caméra à 360 degrés, entre autres sur la colline de l'amour, où précisément on est dans la fusion des contraires, là, dans l'oxymore, puisqu'on est à la fois sur un baiser, et puis en même temps on est sur la mort absolue de l'autre côté. Ça c'est une séquence quand même, là encore, très délicate, dérangeante pour le spectateur, comme l'est une partie du film, hein, vraiment. Enfin, c'est un film qui fait violence aussi au spectateur. Qu'est-ce qui fait que tu te décides en te disant il faut la filmer en fait, c'est là qu'il faut aller, c'est dans ce lieu-là pour filmer Gaza qui s'inscrivent dans le film, alors que tu ne peux pas y accéder, mais parce que c'est l'arrière-plan nécessaire de cette histoire. Moi, je pense que Gaza, c'est un peu le champ magnétique du film. C'est-à-dire le film tôt ou tard, on y arrivera parce que elle est au fond de tout, elle est la racine de tout. Et toute la première partie crie son absence est extrêmement présente. Et déjà, la première fête, on danse sur la bouche du volcan, on danse sur le cadavre. Et d'une certaine manière, je pense que le film pose lui-même la question, cette question essentielle, fondamentale, est-ce qu'il faut filmer quelque chose à part Gaza? Est-ce qu'il faut parler de quelque chose à part hormis? Est-ce qu'il fallait pas faire un plan de 2h23 de Gaza point bas? Moi, je pense que non. Moi, je pense que le film parle de Gaza avec plus de puissance quand il parle aussi de Tel Aviv, du couple, etc. Mais Gaza, c'est le champ magnétique du film. Et en même temps, c'est Gaza vu par des Israéliens, vu par un cinéaste israélien. C'est pas... Moi, techniquement, je ne pouvais pas aller... on sait bien que les médias, ne peuvent pas y aller. Moi, je dis, mais même si j'aurais pu, je ne serais pas allé pour faire les films. Je serais allé pour d'autres raisons, mais pas pour faire les films, parce que je pense que c'est Gaza qu'on voit de loin, même... C'est-à-dire, moi, quand je me suis dit, à quoi ça va ressembler? On va mettre à la caméra, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir l'abattoir? Est-ce qu'on va voir à quoi ça ressemble le pire? À quoi ça ressemble l'horreur? Finalement, on voit ce qu'on voit. On voit... Les loges de fumée noire. Oui. Donc, et oui, comme tu dis, il y a, je pense qu'il y a, dans ce moment, il y a une sorte de panoramique, il y a un panoramique qui fait encore une fois la démarche du film, parce que ça va de l'amour de ce couple, cette histoire de ce mec avec son ancien amour à la mort, ça va des Israéliens aux Palestiniens, ça va de la fiction au documentaire. Et c'est toute la démarche du film. C'est toute la démarche du film, je pense par exemple sur cette hymne. Il y a un truc avec l'hymne qui m'a fait penser parfois au magicien d'Oz. Tous les temps on essaie de composer, le mec il va partout, il monte sur sa bagnole, il fait... Et finalement, qu'est-ce que c'est l'hymne? C'est un clip qui est trouvable sur YouTube. Donc c'est le truc le plus quotidien, le plus banal. Ouais. Ça a été un des points de départ, ce clip-là, dans le geste de réécriture et de prolongement, le fait de découvrir cet hymne réécrit pour devenir une déclaration de vengeance vis-à-vis des Palestiniens. Je pense que le plan du départ était le sentiment que j'ai trouvé quand
quand je suis allé en Israël 2-3 semaines après le 7 octobre, parce que pendant le 7 octobre j'étais à Paris. Et moi, Dieu sait que à l'infini, à l'intérieur de moi, des conflits, des critiques, un rejet extrême par rapport à mon pays. Et aussi une forte intimité, ou peut-être que ça va avec, un rejet. Et toujours, pour moi, toujours, il y a le moment, parce que depuis que j'habite à Paris, mon père, il habite encore, mais j'y vais pas trop. Je ne vais pas très souvent. Mais pour moi, il est co-scénariste du film. Oh, oui. Mais toujours, pour moi, il y a le moment où on atterrit, il y a l'atterrissage. Et je me dis, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es allé là? À quoi ça sert? Et cette fois-ci, c'était la première fois où je sentais pas ça. Et je sentais, on parlait, c'est quand même 2 semaines après le 7 octobre, mais je sentais une forme pour la première fois, je sentais une forme de tendresse. Une forme de tendresse, puisque le pays était encore en deuil, et en trauma, et en tristesse. Et moi aussi, j'étais triste. Et le deuil, c'est quelque chose qui attendrit les gens. Et en même temps, donc je sentais tout cela, et en même temps, c'était évident pour moi que tout ça amène à une vengeance d'une dimension apocalyptique et biblique, et qu'on va quand, je ne sais pas, Netanyahou dit qu'on va, comment il a dit ça, qu'on va ancrer une image dans la mémoire collective du Proche-Orient qui ne sera pas oubliée dans les, je sais pas, prochaines centaines d'années, ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il est. Moi, je savais que ce n'est pas que des mots, mais pas à cause de l'intérieur, parce que j'ai écouté les gens dans la rue, parce que j'ai parlé avec des amis, avec des gens bien, comme dans les films. Y et Jasmine aussi sont des gens bien. Et on parle ici des bons Israéliens, pas des mauvais. Et je savais que cette fois-ci, c'est... Donc je pense que ce sentiment de tendresse d'un côté et de l'horreur qui se rapproche, et du fait qu'on est sur le bout de devenir ce qu'on est devenu depuis les assassins. Et ça me conduit ça m'obligeait de faire ces films. Et après, je pense 2 semaines, 1 semaine après que je suis rentré à Paris, un ami m'a envoyé par WhatsApp ces clips, cette vidéo, initiation d'une association. Il y avait plusieurs comme ça, des associations, initiation qui a repris une chanson très importante en Israël, et qui a réécrit les paroles pour chanter les louanges de la vengeance absolue, extrême, du génocide. Et d'ailleurs, évidemment, ils ont filmé des enfants qui chantent ces paroles pour dire la prochaine génération d'Israéliens ne va plus se contenter des petites victoires médiocres, et elle ira jusqu'au bout. Et ces enfants-là vont tuer les enfants des autres, et ça sera la destruction totale et définitive. Et quand j'ai vu ça, vous réfléchissez à beaucoup de choses, mais finalement, je pense qu'on comme cinéaste, vous cherchez un spectacle audiovisuel. Et je savais que ça, c'est le spectacle audiovisuel que je cherchais. Et pour autant, dans la complexité du réel, il fallait aussi, ce sera ma dernière question avant de passer la parole à la salle juste après, il fallait aussi inscrire la puissance de déflagration du 7 octobre. Et ça passe par, pour une fois, le seul monologue du film, d'une certaine façon, qui est dans la voiture, dans la bouche de Léa. Et par ce travail même sur le phrasé, parce que là, tout à coup, il y a une espèce de rythme comme ça, extrêmement fort, pour accumuler des faits
qui correspondent d'ailleurs peu ou prou à quelque chose que tu as choisi de ne pas montrer sur le yacht, où il y a cette métamorphose de la tête écran qui permet de diffuser les pires images du 7 octobre, auxquelles se refuse le personnage d'Y, ce qui ne l'empêche pas de pousser un gigantesque cri dans le bateau filmé en plan d'ensemble d'assez loin. Voilà, donc comment est-ce que ces deux moments-là, c'est-à-dire les images qui ne seront pas montrées, que tu n'utilises pas, il y a quelques fragments au tout début, puis ensuite on prend la distance, jouent dans la construction générale du film avec ce monologue de récits, de faits précis, circonstanciés et effrayants, qui évidemment prennent acte de cette extraordinaire déflagration du 7 octobre pour la société israélienne et pour le monde. Oui, enfin, je pense que tu sais, l'idée de la tête écran qui contient l'horaire, enfin, il y a un côté, enfin, on peut dire ça comme une sorte de métaphore. On peut dire on est tous devenus avec ces images qu'on a consommées ou pas consommées, ou s'empêcher de consommer. Mais on est tous devenus, surtout les Israéliens, devenus des écrans, c'est gravé à l'intérieur de notre tête, etc. etc. Après, je pense que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est transformer des métaphores à l'audiovisuel. Enfin, aller au bout des métaphores, comme je sais pas, je donne un exemple stupide, mais les gens ils disent lécher des bottes, donc léchons des bottes. Et parce que souvent la métaphore prend la vivacité des paroles et des actes, puisque les risques, ça va ancrer. Oui, ça va vider la vivacité, l'essence, la vérité des paroles et des actes. Donc, du coup, je me suis dit, ok, j'accepte cette métaphore d'une tête écran. Allons-y, faisons une tête écran. Faisons une tête écran qui contient tous les massacres. Et tu ne les montres pas. Mais je ne les montrais pas. Et puis dans la voiture, je pense que ce qui est intéressant pour moi dans les travails avec l'actrice et sur ces monologues-là, c'est que, enfin, par exemple, si tu lis les scénarios, ça s'écrit nulle part qu'elle dans un moment elle commence à pleurer. Moi je savais pas. Moi je me suis dit, fixe pas une idée, fixe pas un but. Aille pas un but. Je savais pas où ça va, où ces monologues va l'amener. Je me suis dit, tout ce qui se passera, il fallait croire au mot. La seule chose que je lui dis, quand je l'ai dirigé, je lui ai dit, pense au mot que tu dis. Pense au mot que tu dis. Et je me suis dit, moi je crois que quelqu'un qui dit autant de fois tué, assassiné, et je ne sais pas quoi, et tiré, une balle dans la tête, et arracher ceci, violer ceci. Finalement, quelque chose, l'humain, les humains qui regardent les films, l'humain qui articule ces mots, quelque chose lui arrive. Et quelque chose est arrivé. Qui pose la première question? On va en prendre 2 ou 3, pas plus. Je le vois. Ouais. J'ai pas compris une phrase que vous avez dite tout à l'heure. Vous avez dit un cinéaste doit admirer le présent. Moi, je comprendrais un cinéaste doit filmer le présent, mais admirer. Je comprends pas. J'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Je voulais dire dans le sens que, pour moi,
le cinéma, c'est l'art qui exprime le mieux le présent. Enfin, je pense que d'une certaine manière, le cinéma a été inventé pour mettre le présent sur l'écran. Pour le passé, il y a la littérature, il y a d'autres. Et je trouve enfin, moi, dans mon cinéma, je pense que c'est vrai dans le film, je crois beaucoup à l'idée de pousser des choses jusqu'au bout. Je pense que quand vous poussez quelque chose jusqu'au bout, vous lui donnez de la puissance, et quand vous lui donnez de la puissance, vous le rendez aussi beau. Enfin, aussi laid, mais aussi beau. Et même, la laideur de la puissance a aussi une forme de beauté. Peut-être que c'est une idée un peu fasciste, mais je pense que le cinéma plonge à l'intérieur de la vulgarité aussi, un tout petit peu à l'intérieur de l'esthétique, de cette esthétique-là. Et je crois que, enfin, d'une certaine manière, déplorer le passé, parce que qu'est-ce que ça veut dire ne pas admirer le présent? C'est déplorer tout le temps le passé. C'est pleurnicher tout le temps sur les moments qui n'est, enfin, sur ce qui n'est plus là. Et je crois vraiment que si le passé était tellement fantastique, il serait encore là. Mais il a été battu par le présent. Et je pense qu'en cinéaste, tu dois aussi aimer la matière que vous filmez. Et ma matière, c'est le présent. Une phrase de Fritz Lang qui disait que le cinéma avait le devoir de rendre compte du présent. Une autre question, oui, madame. Oui, merci beaucoup. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais c'est très très dur. J'ai été impressionnée beaucoup par ce film. Et j'ai été aussi très impressionnée par l'importance de la langue dans le film. Et je voudrais vous demander, j'ai eu l'impression que c'était un peu une grammaire du désastre. Et je voudrais vous demander pourquoi il s'appelle justement Yod. Il y a un sens à cette voyelle. C'est une voyelle, je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus. Et je voudrais que, si possible, que vous disiez pourquoi vous l'avez appelé Yod et quel est le sens de Yod, de cette lettre Yod en hébreu. Merci beaucoup. Et c'est une question qui se répète de temps en temps. J'ai toujours l'impression que ma réponse est assez décevante d'emblée. Mais non, moi, d'abord, c'est mon troisième, en fait, Yud, grec. Aussi, le protagoniste du film précédent, Le genou d'aide, s'appelait Y. Et avant, mes protagonistes s'appelaient Yoav. Et je pense que moi, j'ai un problème avec cette histoire de personnages. J'aime pas des personnages. Et surtout, j'aime pas voir le personnage principal comme personnage. Parce que pour moi, le personnage principal, c'est le film. Et le film, c'est le film, ou c'est moi, ou c'est vous. Mais c'est pas un personnage. Enfin, moi, j'aime pas je déteste commencer à inventer une sorte de fausse biographie pour le personnage principal. Pour les autres personnages, très bien. Je peux vous raconter un peu l'histoire de la famille d'Eléa, par exemple, ses parents. Là. Mais pour moi, Y est né du film. Il est le film. Et donc, moi j'avais l'impression que commencer à le nommer, ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit, ça les met un peu dans cette dimension de pure créature de la fiction. Et vous savez, quand on choisit un prénom pour un personnage, on commence, oui, mais oui, c'est un nom, c'est un tel nom, je sais pas, ses prénoms est un peu démodé, ses parents, certainement, on commence à inventer toutes sortes de conneries. Alors que Y, il est là, il est présent, il n'a pas besoin de tout ça. Donc je l'appelle Y. Je trouve qu'en français, on entend un peu Yuden. J'aurais pu l'appeler aussi
X, mais X c'est trop stupide. Donc je l'appelle Y. Et après, oui, évidemment, c'est bien possible qu'il y a toute une partie d'inconscience qui existe à l'intérieur et qu'il y a 30 000 raisons dont je ne suis pas conscient pour ce choix. Merci. Ça aussi. Merci pour ce film, pour l'interprétation des acteurs extraordinaire. Il est effectivement dérangeant, intense, très fort. Et je mesure la naïveté de ma question. Est-ce que vous envisagez de le projeter en Israël? Non, c'est une bonne question. C'est pas... Enfin, le film a été déjà projeté en Israël. Le film a été projeté en Israël lors du festival de Jérusalem. Le directeur du festival, une personne d'un courage assez remarquable à mon avis, et a beaucoup aimé, a décidé de le passer, et même de faire une sorte d'événement autour du film, avec un débat, une discussion. Et très vite, il a reçu une lettre, un mail de deux ministres du gouvernement de Netanyahou qui l'ont sommé de programmer les films, en ajoutant toutes sortes je sais pas, qualifiant les films d'un film, je sais pas, de trahison qui se moque de la souffrance, de notre souffrance, de notre désastre, toutes sortes de choses comme ça. Évidemment qu'ils n'ont jamais vu les films. Mais les gens de Jérusalem, ils ont été nettés, ils ont insisté, ils ont montré les films quand même. La projection était huleuse, on était assez tendu. Il y avait toutes sortes de petites menaces, de rumeurs, de je ne sais pas quoi. Et moi, je n'étais pas dans la salle, mais à l'intérieur de la salle, il paraît qu'il y avait une ou deux personnes qui ont commencé à crier toutes sortes de choses. Mais on les faisait sortir. Mais c'était incroyablement émouvant pour moi, cette projection. Et c'était émouvant. Je me souviens que je suis entré dans la salle au moment où il y a l'hymne pour regarder. Et sincèrement, j'ai jamais vu une telle ambiance de gravité de ma vie. Enfin, les gens ils regardaient l'écran et pour moi c'était évident qu'ils regardent ces enfants et ils se disent ça pourrait être, ça risque d'être nos enfants à nous qui vont chanter ça, ou quelque chose de ce genre-là, ou c'est déjà le cas. Et à la fin, encore une fois, je pense que quand des Israéliens voient ces films, pour eux c'est un film néo-réaliste. Pour eux c'est pas du surréalisme, c'est pas de l'excès, pour eux c'est leur vie. Enfin, il n'y a pas un millimètre de distance entre eux et l'écran. Et c'est très très fort pour moi. Et le film, il sortira en salle en Israël. Aucun des distributeurs importants ne voulait pas les sortir, mais nous on va le sortir. Et je pense que c'est... je pense que ce film, évidemment, pour moi, doit être vu, était fait sur chaque être humain, donc doit être vu par chaque être humain, mais certainement il doit être vu par les Israéliens. Je rêve, je fantasme, à l'idée qu'il va secouer au moins quelques âmes, peut-être plus, dans cette société qui se trouve dans un tel état de déni et d'aveuglement qui lui font un choc électrique au moins. Donc peut-être oui, il sera un petit choc électrique. Avant la dédicace, la dernière question, madame. Bonsoir. Déjà, merci pour ce si grand film. Je
trouve que c'est très rare de voir des films aussi audacieux. À la fois, on sent la sincérité dont vous parliez tout à l'heure. Je voulais savoir par rapport au financement, comment ça s'est passé, vu qu'on voit que vous avez des financements israéliens. Et j'imagine que ça a été un peu compliqué. Enfin, si vous pouviez parler un tout petit peu de ce processus. Et il y a ici Judith, la productrice dans la salle. Judith, tu veux en parler ou tu préfères que moi j'en parle? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que... D'abord, je veux dire que c'est une question qui revient et que je comprends évidemment aussi pourquoi. Le film a eu le soutien des Israeli Film Fund avant le 7 octobre et dans sa première version. Parce qu'il y avait une version du scénario avant la guerre, qui était évidemment différente. Et en même temps, Israeli Film Fund, l'équivalent du CNC, c'est un fonds de cinéma indépendant c'est-à-dire la décision de soutenir le film a été prise par la directrice artistique du fonds, une femme extrêmement cinéphile et pas moins courageuse, qui s'appelle Noah Regev. Je pense que je pourrais juste souhaiter, par exemple, aux Français, d'avoir des gens aussi courageux et cinéphiles aux têtes de leur institution du cinéma. Et donc, et d'ailleurs, qui risque aussi sa poste en soutenant un film pareil, et surtout quand le film va sortir en salle, et par un comité de réalisateurs en critique de cinéma. Donc, c'est pas l'État d'Israël, ni le gouvernement d'Israël, mais c'est des gens du cinéma. Et qu'est-ce que je peux dire? Enfin, toutes ces questions du financement israélien, évidemment, deviennent de plus en plus compliquées avec la détérioration et l'aggravement des événements politiques. J'espère que oui, avec l'importance que je pense qu'il a certainement en ce moment. J'espère que ça justifie l'utilisation de cet argent-là. Tu veux en dire plus, Julie? En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le financement. Je ne sais pas si on a le temps pour ça, mais je crois que tu as répondu au point le plus... qui paraît en tout cas celui le plus contradictoire. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti depuis la France, donc d'où le film s'est fabriqué, comme le Genou d'Aed, en fait, c'est plus des films que Nadav peut financer en Israël. Enfin, en fait, à part ce fonds, il n'y a jamais eu la possibilité de trouver quoi que ce soit d'autre. En fait, et ça a été très très compliqué en Europe, ça a été très compliqué en France. Ça a été... En fait, in fine, on a pu le faire grâce à la renommée des films précédents de Nadav et au fait qu'il y a des producteurs français comme sur Genou d'Aed, en fait, qui sont venus pallier à l'absence de financement institutionnel français, type diffuseur, enfin, un canal refuse. Le CNC ne voulait pas y aller jusqu'à la toute fin de la post-production, c'est-à-dire après Cannes. Il a été aidé avec 70 000 €. On fait pas un long métrage avec ça. Donc c'est des coproductions qui réunissent 4 pays. En fait, c'est un peu une montagne. C'est une montagne. Et surtout, moi, ce que ça m'a raconté, je le dis parce que je pense que ça nous touche directement sur le plan institutionnel en France, c'est qu'en fait, Nadav avait, on va dire, un parcours qui permettait exceptionnellement de rassembler des gens autour de son film, mais que produire aujourd'hui un film politique de cette nature, qui ne cherche pas à être une sorte de reconstitution vaguement moralisante, c'est plus possible. C'est plus possible de les financer, et c'est pas un hasard. C'est des choses qui mériteraient d'être décryptées, d'être partagées, mais
c'est quand même c'est assez troublant, et on le voit aussi dans la diffusion, que les institutions qui partagent normalement le cinéma par son audace, etc., en fait, quelque part reproduisent une forme d'autocensure, ou en tout cas ne vont plus sur certains terrains, quoi. Donc c'est quand même un film qui révèle quelque chose aussi sur notre capacité à exprimer une forme de liberté de ton, ou de... Voilà, je pense que le film nous a aussi raconté la période dans laquelle on l'a fait, en tout cas. Je ne sais pas si c'est une réponse. Merci à toi, en tout cas. Merci à Judith Louvési et merci à Madame Lapide en dédicace immédiate avec Morgane Coffey dans la lettre. Bonne soirée à toutes et à tous et merci Céline. On va évacuer très très vite la salle pour être sûr que Céline peut partir le plus rapidement possible. Merci.